Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Digital Congo. Bienvenue dans votre émission Entretien qui revient à ce jour pour recevoir pour vous un ancien candidat, président de la République. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2018, ministre honoraire de la Culture et des Arts. Il s'agit de M. Sylvain Macheke. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo en tant que politique, bien évidemment. Nous allons évoquer la récente sortie médiatique du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, qui a rendu public le calendrier électoral. Et d'emblée, M. Sylvain Macheke a rejeté en bloc ce calendrier électoral. Les avis sont partagés dans l'opinion, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce qu'en pense M. Sylvain Macheke. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes assez bien présenté? Oui. Si, ça va, c'est l'essentiel. Ok. Sylvain Macheke, qui est un politique en République démocratique du Congo, je vous ai dit qu'il est ancien candidat à l'élection présidentielle et donc très intéressé sur le processus électoral. Denis Kadima a rendu public le calendrier électoral. Quel a été d'emblée votre avis lorsque vous l'avez écouté? Merci, M. John, d'abord pour l'invitation que vous m'avez décernée pour que je puisse venir répondre et participer à cette émission avec vous. Je voudrais d'abord rappeler que c'est sur ce même plateau ici que j'avais contesté d'abord la feuille de route qui était publiée par M. Denis Kadima, une feuille de route qui était élaborée sur fond de beaucoup de contraintes. Et aujourd'hui, le même M. Kadima, Denis Kadima, publie un calendrier électoral qui est assorti aussi également de beaucoup de contraintes, dont les contraintes sécuritaires et sanitaires, des contraintes politiques ou légales, des contraintes techniques et des contraintes financières. Voilà pourquoi nous estimons d'abord que ce calendrier, il est vraiment totalement irréaliste. Il est utopique. C'est un calendrier fantaisiste. Et vous avez dit que, je vous ai lu, vous avez dit que le calendrier tel que rendu public par Denis Kadima, c'était un calendrier politiquement correct, mais techniquement impossible. Voilà, justement c'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit que ce calendrier, il est politiquement, ou son discours a été politiquement correct et techniquement impossible? Je prends seulement une des contraintes. La contrainte temps. C'est une contrainte qui est, donc l'État, il est suffisamment minime pour que nous puissions avoir ces élections dans les délais constitutionnels comme il est dit. Tenez. Techniquement. Techniquement. De par donc la contrainte temps. Lorsque M. Denis Kadima vous dit clairement que par zone électorale, nous avons besoin au maximum ou au minimum de 30 jours par zone électorale. Considérons par exemple que par zone électorale, ici, il faudrait entendre le nombre de provinces que compte la République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces dans l'ensemble que compte la République démocratique du Congo. Lorsque vous prenez les 26 provinces, vous multipliez par 30 jours, ça vous fait... Pas nécessairement, les opérations peuvent se faire simultanément. S'il vous plaît, messieurs, ça vous prend au total 700 jours, 780 jours. Ce qui vous fait pratiquement plus de 2 ans. Le même Denis Kadima, dans son calendrier électoral, je relève une certaine inadéquation entre le calendrier électoral lui-même et l'allocution de Denis Kadima. Lorsqu'il dit nous allons respecter les délais constitutionnels pour organiser tous les scrutins. Et le même Kadima dit, écoutez, il y a des contraintes qui vont retarder l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Pourquoi avoir publié un calendrier électoral qui tient compte du respect du délai constitutionnel? Peut-être l'a-t-il souligné, si ces empêchements parvenaient à être résolus, c'est encore possible, on peut toujours organiser ces élections dans le délai. Mon cher ami,
vous avez suivi la déclaration de l'Union européenne qui a refusé de pouvoir financer les élections en République démocratique du Congo. Mais pour les dernières élections, la République démocratique du Congo a financé ces élections à 100%. Exactement. Pourquoi je dis ça? C'est pour une simple bonne raison. Nous sommes en 2022. Je crois peut-être qu'il y a la loi des finances qui venait d'être débattue au niveau de l'Assemblée nationale de 2023 pour l'année 2023. Mais en 2022, je voulais d'abord dire, l'État congolais n'a prévu que 250 millions en termes d'allocation budgétaire en faveur de la CENI. Jusque-là, ce n'était que des provisions. Des prévisions, voulais-je dire. Ce n'est pas de l'argent disponible. Et cet argent n'a jamais été disponible. Et nous sommes encore en 2022, pour 2023, ce sont des projections. Il n'y a rien de disponible jusqu'à présent, en termes d'argent. De manière claire et précise, vous voulez dire que le gouvernement n'a pas la volonté de financer non, je ne vais pas d'abord parler de la volonté. Mais par contre, je vais d'abord parler des moyens financiers. Est-ce que le gouvernement congolais à ce jour a des moyens financiers propres pour organiser ses propres élections? Je ne crois pas. Et peut-être la question peut être posée autrement. Est-ce que le gouvernement congolais, par chaque étape exigée dans le processus électoral, peut disponibiliser les moyens? Kadima vous dit d'ailleurs lui-même que le non décaissement des fonds à temps utile peut influencer négativement l'exécution du calendrier électoral. Vous avez d'ailleurs compris avec moi les jeux de ping-pong qu'il y avait entre le ministre des Finances et Denis Kadima lui-même sur la mise à disposition des fonds en faveur de la CENI. Justement. Mais j'ai dit, ces jeux-là alertent l'impossibilité de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ce jeu alerte l'impossibilité où il faudrait peut-être dépasser justement ce conflit latent pour décanter la situation. Non, mais comment vous allez décanter la situation? Parce que Kadima dit qu'il a reçu autant et le ministre des Finances dit qu'il a donné autant d'argent, alors qu'entre les deux, il y a vraiment des divergences. Il y a possibilité d'accorder les vues. Non, il n'arrive pas à accorder justement des vues parce que Kadima dit qu'il n'a pas encore reçu la totalité d'argent. Mais de l'autre côté, ils disent qu'ils ont déjà mis à disposition... Voilà pourquoi je vous ai peut-être demandé de l'affirmer tout simplement que le gouvernement n'a peut-être pas la volonté justement de financer ces élections. Le problème n'est pas d'abord au niveau de la volonté, c'est d'abord au niveau des moyens, des ressources financières. Est-ce que le gouvernement congolais à ce stade a des ressources financières pour organiser sur fonds propres ces élections? Je ne crois pas. Parce que je voudrais vous dire que je voudrais vous dire que pour que nous puissions aller de la préparation d'abord du fichier électoral en passant par la consolidation des données jusqu'à la convocation du scrutin présidentiel qui est un acte déterminé par la Constitution, qui est un acte constitutionnel, il nous faut d'abord, donc pour avoir tous donc pour arriver jusqu'à ce niveau-là du processus électoral, il nous faut plus ou moins 1,2 milliard. Si déjà en 2022, nous n'avions eu que 250 millions, si nous pouvons encore avoir 250 millions en 2023, qui est considéré déjà comme étant l'année purement électorale, nous avons déjà 500 millions plus ou moins en termes de projection. Simplement la moitié. En termes de projection, mais il nous faut plus ou moins 1,2 milliard. Donc il faut 750 millions. Les 720 millions. Ces gaps-là, on va les trouver où? Pendant déjà, si nous sommes déjà en 2023. Donc moi je vous dis, déjà en termes d'abord aussi de finances et en termes de temps, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir tenir les délais constitutionnels pour organiser tous les scrutins possibles, tels que M. Kadima nous l'a présenté dans son calendrier électoral. C'est comme ça que nous disons que ce calendrier électoral il est purement irréaliste et nous ne saurons pas tenir ces délais constitutionnels. Alors, parce que nous disons que nous n'allons pas tenir ces délais constitutionnels, nous ne sommes pas arrêtés à dire, écoutez, à dénoncer seulement ça ou à fustiger le comportement de M. Kadima qui s'est fait passer pour un expert et donc de renommée internationale, mais qui du reste veut nous organiser des élections bâclées. Nous avions dit, écoutez, il y a un palliatif à cela. Avant d'arriver au palliatif, oui. Moi je vous ai lu. Oui. Vous dites élection bâclée.
Mais dans ce que j'ai lu sur vous, vous avez dit tout simplement que il y a risque de nous amener à des élections gagnées d'avance. J'ai dit que les Congolais n'ont pas besoin d'une chronique des élections remportées d'avance. Ça veut dire qu'il faudrait que nous puissions tous participer à ces élections à chance égale, avec les mêmes armes. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec un camp qui fait déjà une chronique d'une élection déjà remportée d'avance. Et vous pensez, que voulez-vous insinuer par là de manière Non, c'est-à-dire si M. Kadima voulait nous amener dans la précipitation aux élections, ça serait des élections bâclées. Bâclées, oui, mais ces élections seraient sujettes, ces élections, donc les résultats seraient sujets à contestation. Alors nous ne voulons pas avoir ce genre d'élections dans ces pays. S'il est vrai que Kadima est expert international en matière électorale, que Kadima revienne à la charge pour dire la vérité aux Congolais. Qu'ils disent la vérité aux Congolais pour dire, pour l'instant, il y a vraiment nécessité de pouvoir reporter ces élections à une date ultérieure. Lorsque vous dites que le calendrier est politiquement correct, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que M. Kadima sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il connaît avec précision, dans les moindres détails. Il a bien millimétré les choses pour qu'il arrive à nous produire un calendrier électoral qu'il estime pour lui réaliste. Et nous, nous disons non. Ce calendrier, il est irréaliste. Parce que je vous ai évoqué les contraintes, donc la contrainte temps ici. Mais nous sommes déjà au-delà du délai constitutionnel. Mais lui-même, Kadima, nous produit un calendrier électoral qui dit il va respecter, il va tenir compte du respect du délai constitutionnel. Et de l'autre côté, le même Kadima dit il y a des contraintes qui vont retarder l'organisation. En quelque sorte, vous voulez dire par là qu'il s'agit juste d'un calendrier pour faire plaisir, mais qu'il ne peut pas respecter. J'ai dit c'est fantaisiste. Mais vous avez aussi évoqué la contrainte sécurité, vous avez évoqué la contrainte sanitaire. Quand vous dites contrainte sécurité, vous faites allusion à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Bien entendu, mon frère. Mais ces zones sont sous état de siège. Est-ce que cela va avoir un impact sur le processus électoral? Bien sûr. Mais lorsqu'on est sous état de siège, on n'est pas concerné par les élections. Pourquoi est-ce que... C'est justement pour cette raison-là, j'ai dit qu'il y a cette contrainte-là. Des contraintes sécuritaires. Vous voulez que nous allions dans la précipitation aux élections et qu'on va exclure la partie orientale pour être où il y a des électeurs. Et d'ailleurs, c'est un gisement très important pour, par exemple, un candidat président de la République. Pourquoi ne pas alors proposer carrément la fin de l'état de siège dans ces provinces? Mais attendez, je n'ai pas retrouvé cette possibilité dans vos propositions. L'état de siège, parce que vous parlez de l'état de siège, vous pensez que c'est pour rien qu'on a instauré l'état de siège au niveau de la partie orientale du pays? Ce sont des calculs politiciens, des choses qui sont bien millimétrées, comme je venais de le dire. C'est comme ça que je reviens sur cette contrainte-là. La contrainte sécuritaire pourra certainement aussi retarder l'organisation des élections. Quel est cet agent d'abord de la CENI? Je parle d'abord de la CENI. Quel est cet agent de la CENI qui va accepter facilement prendre ses valises et accepter à ce qu'il aille à l'est du pays pour se faire égorger par les rebelles? Il y a une agression. Et la Commission électorale nationale indépendante a déjà répondu à cette question. La CENI ira partout où le gouvernement pourra garantir les conditions de sécurité. Mais qui vous dit à ce que la question de l'Est sera résolue avant 2023? Et vous alors qui dites qu'il faudrait peut-être penser à reporter, c'est-à-dire que reporter jusqu'à quand? Écoutez, la question du report des élections ne relève pas exclusivement de ma compétence. Que je viens de dire ici, écoutez, il faut reporter les élections à X, Y, mais date. Nous sommes justement dans vos propositions. Je vais bien, j'en arrive. Je veux bien qu'on puisse reporter les élections parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont faire de sorte d'ailleurs que automatiquement les élections soient retardées. Reporter les élections, il faudrait d'abord une condition, c'est que le président de la République
Mais avant qu'on en arrive au président de la République, il faudrait que M. Kadima ait ce courage. Dire aux Congolais qu'il y a vraiment nécessité de reporter les élections à une date ultérieure. Et que le président de la République puisse convoquer, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisse convoquer la classe politique autour d'une table pour discuter de cette question du report des élections de manière consensuelle, pour que nous puissions reporter effectivement ces élections-là consensuellement à une date qui sera fixée aussi consensuellement entre toutes les parties prenantes au dialogue. Donc je préconise justement les dialogues comme palliatif. Comme palliatif aussi à un mystère éventuel de la vérité des urnes de notre Martin Fayoulou. Vous voulez assez que nous allions dans la précipitation aux élections. Nous avons des élections bâclées. Les résultats sont sujets à contestation. Il y a un autre Martin Fayoulou qui apparaît. Attendez, mais finalement, nous sommes en train d'aller où? Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il faut déjà, baliser la voie vers des élections apaisées, vers un processus électoral apaisé, où nous aurons des élections dont les résultats seront acceptés par la majorité des Congolais. Monsieur Sylvain Macheke, ne trouvez-vous pas que votre conclusion est hâtive, puisque nous sommes encore au mois de novembre et qu'il nous reste encore une année pleine? N'y a-t-il pas vraiment possibilité d'organiser ces élections? Non, c'est impossible, je vous dis déjà. Il y a des opérations électorales. Par exemple, l'opération s'il vous plaît. Ça peut se passer simultanément dans les 26 provinces. D'abord. Et nous gagnons un mois. Non, s'il vous plaît. C'est M. Kadima lui-même qui dit, c'est lui l'expert. C'est lui, donc avec la commission électorale nationale indépendante, c'est ça l'organe organisateur de ces élections. Lorsqu'eux-mêmes nous disent, écoutez, il nous faut 30 jours par zone électorale. Par zone électorale, nous considérons les provinces, les 26 provinces. Je vous ai dit que vous prenez les 26 provinces, vous multipliez par 30, ça vous fait 780 jours. Non, moi je ne veux pas qu'on multiplie tout simplement parce que si ça se faisait simultanément, ça là va se passer en un mois. Il suffit tout simplement de disponibiliser les kits. Il y a d'abord un autre élément que je voudrais, parce qu'au niveau de l'inscription des électeurs, moi je suis en train de conditionner l'organisation des élections au recensement. Nous devons d'abord commencer par dénombrer les Congolais. Ils sont combien ces Congolais-là qui sont électeurs? Ils sont combien ces Congolais-là qui sont éligibles et tout et consorts? Mais là, vous êtes en train de ramener un vieux débat. Nous sommes en 2015 et cela avait même créé des soulèvements. Mais ici, écoutez, les circonstances ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous voyez, avec tout ce que nous avons comme problème à l'est du pays, ça nécessite à ce qu'il y ait donc un recensement. Et nous devons avoir une carte d'électeur. Et ça d'ailleurs, c'est dans l'actif d'ailleurs du président de la République. Ils sont obligés de faire ça. S'il ne fait pas ça, écoutez, ça veut dire que le président accepte facilement d'être passible peut-être de l'infraction de haute trahison. J'ai comme l'impression que vous mélangez les choses et... Je ne mélange pas les choses. Parce que non. Monsieur Sylvain, permettez-moi quand même de vous rappeler certaines de vos déclarations ici. Vous avez dit qu'il est difficile actuellement d'organiser des opérations telles que l'identification, l'enrôlement des électeurs dans les zones sous état de siège ou bien dans les zones à conflit actuellement. Mais lorsque vous évoquez encore la contrainte recensement de la population, mais vous devez aussi admettre que ce recensement ne va pas concerner ces zones où il y a encore des conflits actuellement. Donc vous nous ramenez à ce que d'une certaine manière vous avez rejeté. Et en quelque sorte, si nous suivons votre argumentation, c'est comme si nous nous retrouvons alors dans une situation de laquelle nous ne pouvons pas nous sortir. Non, ce n'est pas impossible de toutes les façons. Lorsque je fais allusion donc au recensement, parce que je vous ai dit qu'à l'est du pays, nous avons beaucoup de problèmes. L'infiltration, tout ça, l'agression, une occupation même, tout ça. Alors, ce sont des personnes étrangères qui se sont installées sur notre territoire national. Alors moi je me dis, écoutez, parce que les élections, c'est une question de souveraineté nationale. C'est une question des Congolais. C'est une affaire des Congolais. Donc il faut d'abord commencer par connaître qui sont ces Congolais-là qui peuvent voter et exclure de cette opération de vote toute personne qui est étrangère. Et dans le cadre de la tolérance, ne pouvez-vous pas peut-être admettre aussi que, voilà, pour Denis Kadima, il faudrait qu'on commence par ce qu'on peut faire.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? On commence déjà par l'identification et l'enrôlement. On le fait là où c'est possible et on passe à d'autres étapes. J'étais en train de dire ici, si on va exclure la partie orientale qui est en proie de l'agression ou des exactions, tout ça, ça veut dire que le président Tshisekedi accepte d'être passible de l'infraction de haute trahison. Or, à ce que je sache, le président Tshisekedi ne peut pas facilement accepter les choses. Très bien, alors je suis en train de vous suivre. Donc d'après vous, il n'y aura pas d'élection tant que la partie... Tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'Est, on n'aura pas des élections. Ça, je m'assume. Même si ça peut prendre 10 ans. Même si ça prend autant d'années que ça prendra, pourvu que nous puissions nous débarrasser de ces agresseurs. Et pendant ce temps, nous allons évoluer avec des animateurs qui n'ont aucune légitimité. Ou bien, je vous pose alors directement la question, quelle sera alors votre légitimité? Non, non. C'est-à-dire, s'il y a report des élections, c'est-à-dire la gestion du pays, à partir de la date ou allant du report des élections à la date effective de l'organisation des élections, qui sera convenu consensuellement entre les acteurs politiques ou toutes les parties prenantes au processus électoral, les conditions seront convenues entre toutes ces parties-là. Ça ne sera pas décidé d'autorité. Ça veut dire que l'avenir de la nation sera décidé dans une sorte de consultation, concertation ou de dialogue. Je parle d'un dialogue national inclusif, un dialogue direct, et là, un dialogue... Et là, il n'y a pas haute trahison parce que le peuple souverain qui s'exprime par la voie des urnes est écarté. Nous voulons d'un dialogue constructif. Les peuples aujourd'hui... Et qui va vous donner ce mandat Beni, pour participer à ce dialogue? Boutembo, partout, toutes les parties qui sont, qui sont sous l'occupation ou qui font l'objet d'une agression, fait partie de la population congolaise. Donc on ne peut pas exclure ces gens-là ou les dénier les droits du vote. Vous voyez? Ils sont concernés, ils sont congolais. Mais dès lors que cette partie est sous occupation ou fait l'objet d'une agression, nous ne pouvons pas organiser des élections. Des élections, et vous avez ça dit... Et nous sommes en train de voir comment les choses évoluent. Il y a eu Nairobi, l'envoi de cette force conjointe de l'EAC, tant d'ailleurs décrié. Il y a déjà des dissidents qui voient par là un jeu caché au niveau de la sous-région. Et cette situation risque de durer plus longtemps encore. Et vous, vous dites... Tant que cette situation ne sera pas résolue, il n'y aura pas d'élection. Entre-temps, vous proposez qu'il y ait un dialogue pour voir comment le pays va marcher. Et qui va faire partie de ce dialogue? Et je crois même que c'est sur ce même plateau où j'ai eu à parler de la question de l'Est. Si aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale peut appeler certains compatriotes à quitter les groupes armés, ça veut dire qu'il y a certains Congolais qui sont complices de cette affaire. Et si aujourd'hui, ces Congolais-là pouvaient reprendre conscience pour dire que c'est trop, ce sont nos frères, nos compatriotes qui sont en train de périr à l'est du pays. Et que le président estimait qu'il y a une nécessité de convoquer la classe politique autour d'une table pour échanger en vue de trouver des solutions durables et définitives à la question de l'Est, pourquoi vous pouvez exclure cette idée-là? Alors pourquoi est-ce que cela peut être une condition pour reporter les élections? Mais attendez. Cela peut se faire même maintenant. Mais attendez, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre pour que nous puissions arriver à convaincre nos amis ou à tout comme on ne sait pas combien de temps ça va prendre encore ce conflit à ramener nos amis ou nos compatriotes qui sont dans cette situation à la raison. Vous ne savez pas, ça va prendre combien de temps? Et voilà. Mais cela ne conditionne tout simplement la tenue des élections l'année prochaine. Mais vous n'évoquez pas ce risque de voir la situation perdurer et donc avoir des animateurs non légitimes pendant plusieurs années. Voilà d'abord pourquoi moi je tiens absolument à ce qu'il y ait un échange entre des Congolais pour que nous puissions baliser le chemin vers un processus électoral apaisé. Donc c'est ce dialogue-là que j'estime comme étant palliatif à cette question. Si nous voulons reporter les élections,
nous n'allons pas les reporter pour un simple plaisir de pouvoir les reporter. Il faut que le président prenne sa responsabilité en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République, qu'il comprenne qu'il y a un danger si nous pouvons organiser les élections dans la précipitation. Et je l'ai dit que Kadima évite à la République et au peuple congolais un chaos inédit. Vous l'avez dit. Parce que ces élections, si ces élections, le résultat serait encore sujet à contestation, vous ne savez pas ce qui va devoir arriver demain. Monsieur Sylvain Machek, je vais peut-être vous aider. Le contenu de ce dialogue, ça sera, voilà, pour que ça soit légitime, ok, tu sais que tu restes au pouvoir, et nous entrons au gouvernement. C'est clair? Non, non, non. Pas forcément. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée sur qui seront les participants à ces dialogues. La classe politique aujourd'hui... Et pour quelle finalité? La classe politique aujourd'hui est polarisée en 3 blocs politiques très importants. Vous voyez? Vous avez 3 ou 4 blocs. Vous avez l'FCC d'un côté, vous avez l'Union sacrée de l'autre côté, vous avez la MOUCA et vous avez la société civile et les personnalités indépendantes. Donc la classe politique est polarisée en 4 blocs politiques très importants. Donc ce sont ces blocs-là qui peuvent faire partie de ces dialogues-là. Okay. La finalité n'est pas forcément un gouvernement. Pas forcément. Mais nous voulons sauver la République du naufrage, du report des élections. Nous voulons sauver la République d'un éventuel chaos. Voilà pourquoi nous préconisons, ou personnellement je préconise les dialogues. Je ne préconise pas les dialogues, pas forcément pour que nous puissions partager du pouvoir. Mais si tel est le prix, que la République devrait payer pour qu'il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait la paix au niveau de la République, pourquoi vous devez, vous, exclure aussi cette idée-là? Moi, je n'exclus pas. Moi, je suis tout simplement en train de vous écouter et je rebondis sur ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, je trouve que ce énième dialogue qui va déboucher sûrement sur un partage de postes sera peut-être vu comme quelque chose de trop en République démocratique du Congo. Ça revient à tout moment. Vous savez, et le peuple, d'une certaine manière, va en avoir marre. Monsieur John, ce dialogue aura pour mérite d'abord de ramener la paix au pays. Tous les dialogues que nous avions déjà eu précédemment, il n'y a jamais eu, nous n'avions jamais eu les mêmes circonstances comme celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'est du pays. Mais quel est ce dialogue-là qui a déjà eu lieu par le passé, où il y avait la guerre d'agression à l'est de la République? Il n'y a jamais eu un dialogue pour ça. Nous voulons assez que nos frères... Il y a eu Sun City. Nos frères de l'Est puissent aussi vaguer librement à leurs occupations. Ils n'ont commis aucun seul péché pour qu'ils se retrouvent dans cette situation où chaque jour il y a des atrocités, il y a des morts d'hommes, inutilement. Pour quelles raisons? Pour quel péché ils ont commis? Voilà pourquoi nous disons. Parce que le président de l'Assemblée nationale dit qu'il y a des tireurs de ficelles dans cette affaire. Mais appelez ces tireurs de ficelles-là qu'ils viennent autour d'une table pour que nous puissions régler définitivement et durablement cette question de l'Est. Voilà pourquoi moi j'insiste sur la question du dialogue. Et ça, il n'y a que le président de la République, comme garant de bon fonctionnement des institutions, qui peut arriver à comprendre qu'il y a cette nécessité absolue de convoquer la classe politique autour d'un dialogue. Monsieur Sylvain Machek, moi je pense que le dialogue auquel vous faites allusion, peut-être aller traiter de ce que vous avez appelé un complot international dont la RDC est victime actuellement. Je pensais peut-être c'est un dialogue pour peut-être conscientiser la classe politique, dire voilà, actuellement la République démocratique du Congo est victime d'un complot international et si nous ne faisons pas attention, nous risquons peut-être de disparaître. Voilà pourquoi il faudrait peut-être voir comment envisager la vie nationale autrement, pas nous précipiter peut-être aux élections. Est-ce que je vous avais mal compris? Oui, non, monsieur John, je crois que toutes ces questions pourront être évoquées autour de cette table-là. Pendant que le président aura convoqué ces dialogues-là, aucune question ne sera éludée.
nous allons échanger entre Congolais. C'est dire toutes les vérités, notamment des vérités sur la question de l'Est. Parce que c'est quand même trop. Ce sont des Congolais, ce sont des frères congolais. Ils ont les mêmes sangs que nous. Et ce sont eux qui périssent là-bas, inutilement. Donc s'il y a un dialogue, cette question ne sera pas éludée. Ça pourra peut-être être la question prioritaire pour que nous puissions d'abord trouver la solution à cette question de l'Est là. Pour que nos frères qui meurent là-bas ne meurent plus jamais. Qu'on règle cette question durablement et efficacement. Donc aucune question ne sera éludée, dont la question sécuritaire. Et si par exemple dans ce dialogue, à l'issue de ce dialogue, on disait, voilà, Sylvain Macheke n'est concerné, ne figure sur aucun poste disponibilisé. Non, mais écoutez, vous allez quitter ce dialogue avec la main sur le cœur et dire, voilà, j'ai participé à l'édification de mon pays. Écoutez, d'abord, je suis serviteur de la République. Si il arrivait, parce que c'est vous qui le dites, par hasard, qu'à l'issue du dialogue, éventuellement, il y a un partage, je ne sais pas, de pouvoir, parce que c'est vous qui faites allusion à ça, mais je voudrais juste répondre à votre question, et que M. Macheke est nulle part. Mais attendez, je l'ai fait d'abord pour l'amour de mon pays. Je suis un patriote, congolais, de père et de mère, comme l'aime bien dire notre ami, mon collègue, ancien candidat président de la République, Noël Chani. Je suis congolais de père et de mère, du centre. Donc, si je suis en train de préconiser ce dialogue, d'abord, c'est pour l'amour de mon pays, l'amour de mes frères, qui meurent à l'est du pays à cause des atrocités ou à cause de l'agression nous imposée par des pays étrangers qui ont envahi mon pays. Et j'ai dit, écoutez, mes frères qui sont à l'est ne doivent pas continuer à souffrir. Et aujourd'hui, je préconise ce dialogue-là, d'abord pour résoudre cette question-là, pour que mes frères ne meurent plus jamais. Ce n'est pas pour que M. Macheke puisse faire forcément partie d'un gouvernement qui sera probablement ici, du dialogue que je suis en train de préconiser. Donc, loin de moi, cette idée-là, d'abord, d'un partage du pouvoir ou des responsabilités. D'abord, je l'ai fait en tant que Congolais, épris de paix, donc qui voudrait assez que ses frères qui sont à l'Est ne puissent plus continuer à souffrir. Et d'aucuns pensent que le scénario s'est dessiné déjà. Cette rupture FCC-Cash devrait d'une certaine manière revenir. S'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi ce que d'aucuns pensent que le scénario s'est dessiné d'avance, et que la rupture que nous avons vécue au pays, FCC-Cash, c'est-à-dire nous avions quitté ce régime de coalition, et que cette coalition devrait à tout prix revenir d'une certaine manière. Je vous ai dit ici, mais si c'est là le prix qu'il faudrait payer pour qu'il y ait la paix au pays, qu'il y ait une cohésion nationale entre les Congolais, moi je ne trouve pas d'inconvénient pour qu'on puisse exclure ce genre d'idées. Les FCC sont des Congolais, les Cash ce sont des Congolais, il n'y a pas d'ennemis. Et là nous sommes dans une situation où nous devrons donc exclure l'idée de nos appartenances politiques, parce que c'est le Congo qui est considéré comme un corps, qui est envahi, qui est attaqué par l'ennemi. Donc nous devons faire un bloc ensemble pour que nous puissions bouter de notre territoire ces agressés. Au cas où nous accepterions votre proposition de ce dialogue, et vous avez cité les acteurs qui doivent y prendre part nécessairement, prenons déjà Martin Fayoulou, qui s'est dit candidat lésé à la présidence de la présidentielle de 2018. Martin Fayoulou, par exemple, pensez-vous qu'il va accepter de s'asseoir sur cette table? Lui, d'après sa position, c'est Félix Tshisekedi, qui est à la base de ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC. Alors, dans ce cas-là, peut-être vous n'avez pas bien suivi ou vous ne suivez pas de plus près ce qui se passe dans le chef de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est favorable à l'idée maintenant là
donc d'un consensus autour des reports des élections, certainement. Et aussi, il est favorable à l'idée d'un dialogue pour résoudre la question, par exemple, de l'Est. Donc, il faudrait qu'on se mette autour d'une table. Martin, il s'est dit Congolais. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un Congolais peut refuser ou exclure l'idée tendant à obtenir donc un règlement de la question de l'Est et un Congolais refuser l'idée de pouvoir anticiper par exemple les événements pour que nous ne puissions pas avoir des élections bâclées demain. Et cette idée-là, c'est ce que je suis en train de préconiser aussi le dialogue. Et Martin Fayoulou est favorable à l'idée d'un dialogue. Et il est même prêt à rencontrer le président Tshisekedi si vous ne le savez pas. Martin Fayoulou est prêt à rencontrer le président Tshisekedi pour un échange, se rapportant autour de toutes ces questions que je suis en train d'évoquer avec vous ici. Voilà. Et personnellement, vous, Sylvain Macheke, comment trouvez-vous la gestion par Félix Tshisekedi de cette crise qui sévit à l'est de la RDC et dans la sous-région? Je ne peux pas me permettre de venir fustiger donc, la gestion du président Tshisekedi ou la gestion de la question de l'Est pour l'instant. Pour l'instant, je reste sur l'option de pouvoir soutenir d'abord nos FARDC qui sont en train de se battre chaque jour ici pour qu'ils puissent faire recouvrer la paix et récupérer les territoires qui sont sous contrôle de nos agresseurs. Donc le président Tshisekedi est considéré comme le commandant suprême de ses forces armées. Lorsque je soutiens nos forces armées, donc par ricochet, je pourrais soutenir le commandant suprême de ces forces armées. Et c'est votre réponse à l'appel à la mobilisation générale? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Congolais doivent prendre conscience que notre pays est agressé et qu'il n'y a que nous, alors nous seuls les Congolais, qui pouvons arriver à fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions reprendre notre pays. Pour qu'un seul centimètre de ce pays ne soit pas cédé et où ne soit pas sous contrôle des agresseurs. Très chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo, nous avons reçu pour vous Sylvain Macheke. Sylvain Macheke qui nous propose l'idée d'un dialogue. Pour lui, il rejette carrément le calendrier électoral tel que publié par le président de la CENI, Denis Kadima. Sylvain Macheke, nous souscrivons alors peut-être à votre proposition, mais nous vous posons maintenant une question précise. Ce dialogue peut se tenir quand? Parce qu'entre-temps, le temps passe et le rendez-vous des élections avance. Il ne nous reste plus qu'une année. Il faudrait plus d'abord parler de ces rendez-vous des élections. Parce que je vous dis, le calendrier lui-même, il est utopique, il est irréaliste. C'est un calendrier fantaisiste. Comment vous allez parler du rendez-vous des... Mais il faudrait déjà se mettre d'accord pour que déjà l'opinion soit préparée. Les dialogues que je suis en train de préconiser, il ne doit pas prendre assez de temps pour qu'ils soient convoqués. Le président de la République doit saisir cette opportunité pour convoquer effectivement la classe politique autour de ces dialogues-là, que j'estime qu'il soit un dialogue national inclusif, direct, constructif. Vous voyez? Donc ça doit se faire ici et maintenant, toute urgence. En toute urgence. Parce qu'il y a un problème sérieux à l'Est. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette question que je suis en train d'évoquer avec vous, des reports des élections. Et c'est possible, ces reports est effectif. Parce que Kadima l'a déjà dit lui-même. Quand il y a plus de 2 ans, pour tout simplement une seule opération, l'inscription ou l'enrôlement des électeurs, qui vous prend déjà plus ou moins 2 ans et demi, nous sommes en 2025 déjà. OK? Alors si déjà, tout simplement pour cette opération-là, il y a donc les opérations telles qu'il faut transporter les matériels vers les zones électorales, tout et consorts, ça va prendre combien de temps? Il y a le recensement que je suis en train de préconiser parce que je soutiens l'idée d'un recensement pour une simple bonne raison. Les Congolais doivent avoir une carte d'identité. C'est depuis le président Mobutu qu'on n'a jamais une carte d'électeur. Il n'y a qu'au Congo où la carte d'électeur tient lié d'une carte d'identité. Non, mais attendez, qu'est-ce qui manque à ces pays pour que nous puissions avoir une carte d'électeur? Ce sont des ressources financières.
Tout simplement pour avoir une carte d'identité? Je ne crois pas. C'est un manque de volonté. Voilà, mais c'est pourquoi j'ai dit absolument nous devons voir le recensement pour qu'au moins un Congolais puisse avoir sa carte d'identité. Qu'on puisse maintenant là connaître qui est exactement Congolais et qui ne l'est pas. C'est comme ça que j'ai dit il faut dénombrer les Congolais avant la tenue des élections. Voilà, même le report, les années limites, vous avez dit que voilà, je vous ai posé la question jusqu'à quand, même si on doit reporter, mais jusqu'à quand vous avez dit ça peut prendre le temps qu'il faut pourvu qu'on puisse résoudre tous les problèmes qu'il y a. Il faut résoudre durablement, je pèse bien mes mots, durablement la question de l'Est. C'est une question substantielle, inhérente à la vie ou à la survie de ces pays. Sylvain Macheke, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Sylvain Macheke, qui est ancien candidat président de la République démocratique du Congo à l'élection de 2018 et aussi ministre honoraire de la Culture et des Arts. Mais j'ai reçu Sylvain Macheke comme un politique qui a donné sa lecture sur le calendrier électoral tel que publié par le président de la CENI, la fin de la semaine dernière. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Merci, Monsieur Sylvain. Merci. Merci d'être passé. Oui, merci.